L'hiver fait une promesse qu'il tient rarement. Il vous vend du calme, de la paix, un feu chaud pendant que le monde extérieur devient pur et blanc. Ce qu'il offre réellement, c'est l'isolement. Et l'isolement n'est qu'un joli mot pour être coupé du monde, pour être seul avec tout ce qui d'autre se trouve. Là dehors, dans tout cet espace, silencieux et gelé. Ce récit provient des archives historiques de l'Université de l'Oregon, enfouies dans les pages fragiles d'un journal étudiant de 1967. C'était un voyage devenu un conte d'avertissement, un que, en fin de compte, personne n'a écouté. C'était en janvier 67, le grand froid entre les semestres. 30 étudiants de la filière, système d'information des affaires. Un mélange d'hommes et de femmes. Pour la plupart des étudiants de dernière année avaient planifié une retraite d'une semaine dans les montagnes Cascades. Ils avaient réservé un autocar. 3 membres du corps professoral étaient venus comme chaperons. Le docteur Albright, le chef du département, et 2 assistants d'enseignement, Madame Gable et Monsieur Rossi. Leur destination était le Shale Ridge Lodge, un endroit rustique et soi-disant charmant perché près d'un lac gelé, réputé pour ses pistes de ski de fond et ses vues à couper le souffle sur les montagnes. Les 4 premiers jours, ce fut tout ce qu'il avait imaginé. La neige tombait en doux flocons persistants. Ils skiaient, faisaient des batailles de boules de neige, jouaient d'interminables parties de cartes près de l'immense cheminée de la grande salle. Le personnel semblait assez amical. Une petite équipe de locaux qui gérait l'endroit, discrets mais compétents. Les repas étaient là copieux, les chambres propres, un peu datées peut-être. C'était une carte postale. Puis, le 5e jour, l'atmosphère changea. Ce fut subtil au début. Le premier à vraiment remarquer fut Jake, un étudiant en finance méticuleux. Il ne pouvait s'empêcher de regarder le gardien. L'homme s'appelait Clyde. Il était grand et mince, se déplaçant avec une lenteur et une économie délibérée qui semblaient déplacées dans le froid mordant. Alors que tout le monde était emmitouflé dans des doudounes et des écharpes, Clyde portait souvent juste une chemise de flanelle épaisse, apparemment insensible aux températures négatives. Il passait des heures dehors, non pas à déneiger ou à couper du bois, mais juste debout, son regard fixé sur l'impénétrable mur de pin qui marquait la limite de la propriété. « Tu vois où il regarde ?» murmura Jake à son colocataire, Matt, alors qu'ils observaient depuis leurs fenêtres cerclées de givre. « Il n'y a rien là-bas, à part des arbres. »« Peut-être qu'il est juste. Pas très futé, » proposa Matt, mais son ton était creux. Le malaise se propagea. D'autres commencèrent à remarquer des choses. L'eau chaude des douches pouvait, sans avertissement, devenir glaciale pendant exactement 60 secondes, jour et nuit. Ils trouvaient des empreintes de bottes dans la neige, fraîches sous leurs fenêtres du rez-de-chaussée de grandes impressions, profondes qui s'arrêtaient, net au pied de la vitre, comme si quelqu'un s'était tenu là, à regarder, avant de cesser simplement d'exister. Il n'y avait jamais de traces menant ailleurs, mais Clyde était le centre de tout. Ses yeux étaient faux. Ce n'était pas seulement leur couleur gris pâle. Ils étaient plats, sans vie, comme des galets de rivière. Il souriait aux clients, un tic pratiqué de ses lèvres, mais cela n'atteignait jamais ses yeux morts. C'était une performance. Sarah, qui étudiait la psychologie, fut celle qui le dit enfin à voix haute un soir tard dans le salon commun, après que Clyde eut déposé une brassée de bûches près du feu. « Il ne cligne pas des yeux correctement », chuchota-t-elle, la voix tendue. « C'est comme s'il se souvenait de le faire selon un programme. Toutes les 30 secondes, pile, ce n'est pas naturel. » Quelques rires nerveux fusèrent, mais le sentiment persista. Ils commencèrent à le désigner, à voix basse comme « la chose ». Il le surprenait à les observer depuis un coin de la salle à manger, ne mangeant pas, tenant simplement une tasse de café qui ne semblait jamais fumer. Ils portèrent leurs inquiétudes au docteur Albright. Ils exposèrent tout, le regard fixe, les empreintes, le froid inquiétant et inhumain de l'homme. Albright, un homme gouverné par la logique et les données, balaya cela d'un geste. « Vous souffrez tous d'un peu de fièvre de cabane. Cet homme est probablement introverti. Peut-être a-t-il un retard de développement. C'est une région isolée. Les gens sont différents ici.
Les autres professeurs étaient d'accord. C'est un cas classique de suggestion collective, dit Madame Gable avec un sourire apaisant qui, Jake le remarqua, n'atteignait pas non plus tout à fait ses yeux. C'est ça la vraie horreur, n'est-ce pas? Quand les autorités, les adultes, les personnes censées vous protéger, vous disent que votre peur n'est pas valide. Cela vous fait douter de votre propre réalité. Cela vous réduit au silence, même lorsque chaque nerf primal de votre corps hurle de fuir. Si vous avez déjà été dans une situation où vous saviez, au plus profond de vos tripes, que quelque chose n'allait vraiment pas, mais que personne ne voulait écouter, j'ai besoin d'entendre cette histoire. Partagez-la dans les commentaires. Ci-dessous, elle pourrait être la prochaine que nous explorions. Et pour plus de récits véridiques où le monde est devenu sinistre, assurez-vous de vous abonner. Maintenant, retour aux montagnes. Leurs protestations devinrent plus frénétiques au cours des 48 heures suivantes. Puis, le matin du 6e jour, Matt avait disparu. Au début, ils pensèrent qu'il faisait la grasse matinée. Mais son lit était parfaitement fait, son sac de sport toujours dessous. Seul son manteau d'hiver et ses bottes manquaient. Une panique aiguë et froide traversa le groupe. Ils retournèrent le lodge de fond en comble. Ils ratissèrent les terrains recouverts de neige, hurlant son nom jusqu'à s'en érailler la gorge. Le personnel aida, mais leurs mouvements étaient routiniers, comme des acteurs suivant une direction scénique. Clyde se joignit aux recherches, son expression illisible. Il désigna une piste d'empreinte menant vers les bois. « A peut-être fait une promenade », dit Clyde, sa voix dénuée d'inflexion. Ils suivirent les traces, sur plus d'1 kilomètre jusqu'à ce qu'elle s'arrête, simplement au bord d'un ravin, rocheux et enneigé. C'était comme si Matt avait été soulevé de la terre. Les équipes de recherche et de sauvetage de la ville la plus proche furent appelées. Ils passèrent une nuit horrible, sans sommeil, et une autre journée de recherche vaine. Le shérif local était gentil, mais parlait d'exposition, des dangers de la nature, d'accidents tragiques. Les étudiants savaient que c'était plus. La 7e nuit, épuisé et en deuil, Jake sombra finalement dans un sommeil agité, et il rêva. Ce fut douloureusement vif. Il était dans les bois, pas loin de ce ravin. La neige luisait bleue sous la lune. Il vit Matt. Le visage de Matt était d'une pâleur spectrale, tordu par la terreur. Il reculait face à une silhouette. C'était Clyde. Mais dans le rêve, la forme de Clyde scintillait, déformée comme un mirage. Ses bras et ses jambes étaient allongés, ses mouvements une série de saccades contre nature. Ce n'était pas un homme. « Jake !» supplia la voix de rêve de Matt, épaisse de peur. « Il m'a eu. Ce n'est pas humain. Il porte juste une peau. Il m'a emmené ici, au vieux puits de mine derrière la crête. Il fait si froid là-dedans. Si froid. » Le Clyde du rêve tendit le bras, et l'image se brisa en une pure et suffocante terreur. Jake se réveilla en sursaut, son pyjama trempé de sueur, les derniers mots de Matt brûlant dans son esprit. Le vieux puits de mine derrière la crête. Il réveilla ses amis, puis frappa aux portes des professeurs. Il était en panique, bredouillant des mots sur le rêve, sur le puits. Le docteur Albright, ébouriffé et impatient, essaya de le raisonner. « Un cauchemar induit par le stress, mon garçon, provoqué par la culpabilité et l'épuisement. »« Il m'a dit où il est !» hurla Jake, perdant tout contrôle. « Il faut qu'on aille voir. » Quelque chose dans sa conviction crue et désespérée finit par percer. Peut-être la spécificité de l'emplacement. Peut-être que l'effroi collectif avait enfin imprégné les esprits rationnels des adultes. À la première heure, un petit groupe, Jake, Sarah, le docteur Albright et le shérif qui était resté sur place, partit. Jake guida, suivant la carte gravée dans sa mémoire par le rêve. Ils se traînèrent au-delà du ravin, gravirent une crête boisée et escarpée. Et là, partiellement effondrée et enveloppée de congères, se trouvait l'entrée sombre et verticale d'un puits de mine abandonné, son encadrement en bois pourri par le temps. Ils pointèrent les faisceaux de leurs lampes torches vers le bas. À environ 6 mètres de profondeur, en partie poudrée de neige qui s'était engouffrée, se trouvait une forme, une veste de ski bleu marine familière, Matt. Ils parvinrent à récupérer son corps. Le rapport officiel du médecin légiste indiqua la cause, un traumatisme contondant dû à une chute.
Mais les étudiants qui assistèrent à la levée du corps jurèrent que son visage était figé dans un cri silencieux, et ses yeux, ils étaient là grands ouverts. Et d'une certaine manière, ils semblaient un aplat, exactement comme ceux de Clyde. Le voyage se désintégra en traumatisme et chaos. Des rapports furent déposés. Les étudiants exigèrent de la fermeture du lodge, l'ouverture d'une enquête sur le personnel, surtout Clyde. Les autorités locales hésitèrent. Un accident tragique. Un étudiant s'était perdu, était tombé. Aucune preuve de crime. Le personnel, Clyde inclus, fut interrogé et relâché. Le lodge resta ouvert. Les étudiants revinrent à Eugene changés à jamais. Ils essayèrent d'avertir l'administration universitaire de mettre le Shell Ridge Lodge sur liste noire. Ils se heurtèrent à des condoléances formelles et à une réticence juridique. Sans preuve concrète de négligence, expliqua le doyen, nos mains sont liées. Pendant 1 an, ils gardèrent le secret, la connaissance viscérale que quelque chose de prédateur vivait dans ce lodge, caché dans une forme humaine volée. Puis, à l'automne 1968, Jake, désormais ancien élève, attrapa une rumeur via l'ancien réseau du campus. Le club étudiant de BIS planifiait sa retraite hivernale annuelle. Ils avaient trouvé une offre incroyable dans un lodge rustique des Cascades, Shale Ridge. Une nouvelle vague glacée de nausées le submergea. Il retrouva le président du club, un junior enthousiaste, nommé Kevin. Il lui raconta toute. L'histoire, le tas, gardien étrange, la disparition, le rêve prophétique, le corps dans le puits. Il le supplia de choisir n'importe quel autre endroit. Kevin écouta avec une attention polie, puis offrit un sourire compréhensif et négateur. « J'apprécie vraiment que tu partages ça, mec. Ça a dû être une chose affreuse à traverser, mais nous avons déjà payé la compte. Les avis en ligne sont stellaires maintenant. Ils ont une nouvelle direction, paraît-il. Je suis sûr que c'était juste une tragédie isolée. » Jake argumenta, lui montra des coupures de journaux jaunis. Kevin hocha la tête, imperturbable. « Écoute, nous serons super prudents. Personne ne s'éloignera seul. C'est un groupe différent, une époque différente. » La conversation prit fin. Jake s'éloigna, une certitude froide se solidifiant dans ses entrailles. Les avertissements du passé ne sont que des histoires de fantômes pour ceux qui n'ont pas vécu la hantise. Le lodge était toujours là. Les bois étaient tout aussi profonds. Et il savait, avec un frisson qui n'avait rien à voir avec la météo, que quoi que ce soit qui portait, le visage de Clyde était probablement toujours là aussi, patient, attendant le prochain, car rempli d'étudiants chaleureux, confiants et rieurs pour remonter la route de montagne, leur bruit et leur vitalité le camouflage parfait pour sa lente et affamée vigilance. L'histoire ne se termine pas par la justice ou la clôture. Elle se termine par le grondement d'un moteur diesel, transportant 30 nouvelles voix insouciantes vers le vaste silence blanc qui attend. L'ancienne tragédie déjà estompée pour naître, qu'une autre histoire effrayante, que personne ne croit pouvoir leur arriver à eux.